Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'aberration de notre système économique. Depuis la loi Pompidou-Giscard de 1973, l'État ne fabrique plus vraiment sa monnaie. Ce sont les banques privées qui le font désormais. La loi Giscard-Pompidou, dite loi Rothschild, du fait de l'implication du président français Pompidou dans cette banque, avait été votée par les députés de l'Assemblée nationale en 1973. Cette loi interdit à la Banque de France d'octroyer des crédits à l'État, le condamnant à se financer en empruntant contre intérêt aux banques privées au lieu de continuer à emprunter sans intérêt auprès de la Banque de France qui lui appartenait. Depuis l'application de ce principe, le pouvoir économique est progressivement tombé entre les mains de banquiers privés, qui l'exercent avec des taux d'intérêt vraiment énormes. Qui dit pouvoir économique, dit pouvoir politique. À ce propos, Meyer Anselm Rothschild disait: donnez-moi le droit d'émettre et de contrôler l'argent d'une nation, et alors peu m'importe qui fait ses lois. Ou en amont, il disait qu'avec de l'argent, il contrôlerait la politique économique d'un pays. Depuis l'instauration de cette loi, l'État ne crée plus de monnaie. Ce sont les banques privées qui créent la monnaie et qui en perçoivent les intérêts. Si c'était l'État qui créait la monnaie, il pourrait l'investir directement lui-même sans devoir payer le moindre intérêt jusqu'au remboursement. Il pourrait aussi prêter cette monnaie nouvelle aux banques et en percevrait le premier intérêt des milliards d'euros, ce qui pourrait aussi financer les services publics. La monnaie est devenue un outil qui sert désormais d'abord les intérêts privés. Et le problème, c'est que cette loi sera étendue à toute l'Europe. Une petite explication qui vous montre l'aberration d'un tel système économique. Par exemple, l'État a besoin de 30 milliards pour faire construire une école, un hôpital ou une autoroute. Il ne pourra plus contacter la Banque de France pour obtenir un crédit sans intérêt, et cela à cause de la fameuse loi Pompidou-Giscard en 1973 qui lui interdit de contracter des crédits auprès de la Banque de France. Donc l'État va se tourner vers les banques privées pour obtenir un crédit. Les banques privées, vous avez Crédit Lyonnais, Paribas, Société Générale, vous en avez beaucoup. Les conseillers du président vont alors contacter la banque privée qui va logiquement lui accepter de lui octroyer le crédit demandé. Elle va donc appeler, cette banque privée va appeler la Banque de France pour lui demander la somme de 30 milliards. Bon, la Banque de France va accepter de lui verser cette somme de 30 milliards, mais avec un intérêt. Donc la banque privée va recevoir ces 30 milliards, mais devra rembourser à la Banque de France 31 milliards du fait de l'intérêt. Une fois la somme reçue, la banque privée va recontacter l'État en lui disant: j'ai votre argent, mais avec le taux d'intérêt, vous devrez me rembourser la somme de 35 milliards. Si vous avez suivi le raisonnement dans ce crédit réclamé par l'État, la Banque de France, qui appartient pourtant à l'État, va gagner un bénéfice de 1 milliard, alors que l'État qui a contracté ce crédit auprès d'une banque privée devra payer, lui, 5 milliards en plus du fait de l'intérêt. Avant la loi Pompidou-Giscard, l'État empruntait à la Banque de France sans devoir rembourser avec des taux d'intérêt. L'endettement de nos pays est principalement dû au remboursement de tous ces intérêts. Par exemple, l'impôt sur le revenu est utilisé en grande partie pour payer l'intérêt des crédits contractés par l'État auprès des banques privées. Et le service de la dette, c'est-à-dire la somme que la France doit rembourser chaque année aux banques privées, est constitué du capital argent et des intérêts des emprunts. Pour la France, la charge des seuls intérêts de la dette a dépassé déjà les 50 milliards d'euros depuis 2007, absorbant la totalité de l'impôt sur le revenu. D'après le compte général annuel de l'État français, le remboursement du capital de la dette se chiffre actuellement à environ 80 milliards d'euros, absorbant les autres recettes fiscales directes. À chaque année, l'État doit contracter une nouvelle dette d'environ 110 milliards pour financer l'amortissement des anciens crédits qu'il a fait. C'est un peu ça l'aberration de notre système économique. On paye un impôt sur le revenu pour rembourser des intérêts que l'État doit à des banques privées. Alors qu'avant 1973, l'État pouvait prendre des crédits à la Banque de France sans intérêt. On était moins comment dire, on était moins réclamé. Mais me direz-vous, comment est fabriqué l'argent qui circule dans nos économies? Là, je vais me rabattre sur une petite vidéo qui avait été faite par monsieur Gabriel Rabi. Et dans cette vidéo qui dure à peu près 10 minutes, il nous explique comment est créée la monnaie. Bon, je vais vous citer les principaux passages. Vous verrez, c'est très très intéressant. La plus grosse quantité d'argent en circulation est fabriquée par des entreprises privées qu'on appelle les banques.
Bon, vous avez le Crédit Lyonnais, Paribas, Société Générale, etc., etc. Bah, on croit toujours que les banques prêtent l'argent que les déposants leur ont confié. En fait, les banques créent l'argent qu'elles prêtent, mais pas à partir de leurs bénéfices, encore moins à partir de l'argent déposé par ses clients, mais directement à partir des promesses de remboursement faites par des emprunteurs. La signature d'un emprunteur l'engage à payer le montant de son emprunt plus des intérêts. Sinon, il perdra sa maison ou sa voiture. Plus de 90% de la monnaie qui circule de compte à compte grâce aux moyens de paiement tels que les cartes bancaires, les chèques et les virements, c'est de la monnaie électronique gérée. Et créée par les banques commerciales. On appelle ça la monnaie scripturale. Bah, c'est un peu ça la monnaie scripturale, hein. C'est du virtuel, hein. C'est les cartes bancaires, les chèques, donc c'est de l'argent que vous ne voyez pas, mais c'est juste des chiffres ou des signatures sur des chèques. On appelle cela, comme je dis, la monnaie scripturale, car elle n'est qu'une écriture dans la comptabilité des banques. Les billets et les pièces de monnaie fabriquées par l'État ne représentent en général qu'environ 5% de la monnaie réelle en circulation dans l'économie. C'est-à-dire, dans un pays, l'économie, vous avez que 5% de billets de monnaie. Le reste, c'est que de la monnaie scripturale. C'est un chèque, carte bancaire et tout ça, c'est du virtuel. Et quand vous allez voir une banque pour qu'elle vous accorde un crédit, en réalité, celle-ci ne prend pas l'argent déposé par d'autres de ses clients pour vous le donner. Elle crée de la monnaie à partir de rien. Ce sont des chiffres dans des ordinateurs, pas des billets de banque. Toute la monnaie en circulation dans le monde avait été créée lorsque des crédits avaient été accordés par les banques commerciales. Les banques ont le monopole de la monétisation. Elles ont le droit de créer de la monnaie en contrepartie d'une reconnaissance de dette. Et ces chiffres créés par les banques commerciales privées représentent plus de 90% de l'argent en circulation dans le monde. Et quand vous remboursez votre crédit, la banque détruit logiquement la monnaie que vous lui versez. Elle fait disparaître des chiffres en gros. Sans cette destruction, ben, il y aurait beaucoup trop de monnaie dans l'économie, ce qui provoquerait une hyperinflation. Ben, la monnaie en circulation dans le monde est égale à tout ce que les emprunteurs ont à rembourser aux banques. Si tous les crédits dans le monde étaient remboursés, ben, il n'y aurait plus de monnaie dans le monde, ni en liquide, ni en scriptural. Car toute la monnaie disparaîtrait par destruction monétaire lors de remboursement des crédits. Bah, les crédits augmentent la monnaie disponible dans l'économie et inversement, le remboursement diminue la monnaie disponible dans l'économie. Mais moins il y a de crédits accordés par les banques et plus la monnaie se fait rare. Et plus les particuliers et les entreprises ont du mal à en capter pour vivre et rembourser leurs crédits. C'est comme je l'ai expliqué, c'est en faisant un crédit, vous fabriquez de l'argent. Du moins, la banque va vous fabriquer l'argent que vous allez emprunter. Ainsi, la seule solution pour rembourser les crédits et disposer de monnaie pour l'économie, c'est de faire toujours plus de crédits. C'est pour cela qu'il faut sans cesse consommer, fabriquer toujours plus d'immobilier, de routes, de voitures, de télé, d'électroménager, bon, tout ce qui a trait à la société de consommation, de sorte à maintenir la demande de crédit en constante augmentation. C'est aussi pour cela que sans croissance, la monnaie disparaîtrait. La croissance, c'est une nécessité de notre système monétaire. Sans croissance, il se fait moins de crédit et la pauvreté va s'installer par manque de monnaie. Bah, l'ensemble de l'humanité est contrainte de produire toujours plus de richesses, quitte à détruire l'environnement. Bah, c'est une forme d'esclavage, hein, par la dette. Donc, en résumé, bon, je peux dire que ce ne sont pas les États qui créent la monnaie circulant dans l'économie, ce sont bien les banques commerciales qui ont privatisé la création monétaire, de sorte à pouvoir lever des intérêts sur toute l'activité économique du monde. Activité nécessaire pour assurer la demande du crédit perpétuel. Ça, en gros, on est dans un engrenage, hein. Pour qu'il y ait de la monnaie en circulation, bah, il faut qu'on fasse des crédits. Et à chaque crédit, c'est de la nouvelle monnaie qui rentre dans les comptes. Et à chaque fois que vous remboursez votre crédit, bah, la monnaie détruit cet argent. Comme ça, il y a pas beaucoup d'argent qui circule et l'inflation n'apparaît pas. Mais c'est tout de même aberrant concernant l'État de devoir contracter des crédits auprès de banques privées alors que avant 73, il pouvait contracter des crédits sans intérêt à la Banque de France.
Et ce système permet aux banques de gagner des sommes incroyables. Parce que les crédits qu'on rembourse, vous avez les taux d'intérêt. Et les taux d'intérêt permettent aux banques de payer leur personnel et d'acheter des bâtiments, des écoles, des usines. Et ça leur permet de s'enrichir encore plus. C'est un engrenage et voilà, c'est un système qui devra s'arrêter un jour ou l'autre, hein, parce qu'on va droit dans le mur. Le système économique dans lequel nous vivons n'est pas le mieux adapté pour notre avenir, hein. En espérant qu'un jour ou l'autre, on commencera à se pencher sur cette réalité. Mais comme vous le savez, nos hommes politiques ne parlent pas trop de ces problèmes, hein. D'ailleurs, ils n'évoquent jamais le problème de l'argent, hein, des banques. On a eu une crise en 2008, les banques qui étaient carrément faillites. Bah, les gouvernements, la seule chose qu'ils ont fait, c'est de donner de l'argent aux banques, avec l'argent de nos impôts, bien entendu, pour que l'économie ne s'écroule pas. Donc, ouais, on finance les erreurs des banques. Et nous, dans tout ça, on ne gagne pas grand-chose, hein. Tu vois, nous, on est vraiment les esclaves économiques, hein, de l'économie de marché, hein. Bon, j'espère qu'avec cette vidéo, vous avez un peu compris comment fonctionne le système monétaire, du moins une petite partie du système monétaire, hein, parce qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus complexes que cela. Mais ça, seuls les banquiers et l'oligarchie financière le savent, hein. Bien que, bon, quand vous vous renseignez, vous allez sur la toile internet ou vous allez feuilleter certains livres, vous pouvez avoir des informations sur certaines pratiques économiques.